intervention aujourd'hui en vous lisant deux citations. La première va comme suit. Nous allons parler et de la poétique elle-même et de ses espèces, dire quel est le rôle de chacune d'elles et comment on doit constituer les fables pour que la poésie soit bonne. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est un extrait de l'ouverture de la poétique d'Aristote. La seconde citation maintenant s'ouvre sur ces mots. Nous recommandons que les milieux artistiques, culturels et académiques s'engagent dans un travail de déconstruction de l'ethnocentrisme et soient vigilants au risque d'appropriation culturelle, de narratifs et de récits appartenant aux personnes et communautés racisées. Cette dernière citation est tirée d'un rapport de consultation sur le racisme systémique dans le milieu des arts produit en 2018 par l'organisme Diversité artistique Montréal. Bien que l'écart temporel entre ces deux citations se mesure en millénaires, elle manifeste néanmoins un projet similaire, celui d'inscrire l'art dans un ensemble de règles morales, éthiques et ou politiques. Ces deux discours véhiculent en effet des idées sur le théâtre qui sont tout à fait proches, en tant qu'elles assujettissent le théâtre à la police, c'est-à-dire à tout ce qui relève du bon fonctionnement des affaires de la cité, ou, pour le formuler autrement, à tout ce qui veille au maintien de l'ordre par l'assignation des places et des parts de chacun au sein d'une société. Mon intervention aujourd'hui part donc de cette idée. L'art théâtral, depuis Aristote, n'a jamais complètement cessé d'être encadré par des lois guidant et politisant le processus créateur. Chez Aristote, je le rappelle pour mémoire, les lois théâtrales se plient à trois grands principes. Le principe de convenance, de bienséance et de vraisemblance. Ces trois principes, et particulièrement les deux premiers, se retrouvent encore au cœur des débats actuels sur le théâtre, même si aujourd'hui on parlera plus volontiers d'un art politiquement correct que d'un art bienséant ou convenable. Si je prends comme point de départ ce geste d'assujettissement, c'est parce que c'est lui qui détermine les limites de la liberté de création. Ainsi, il me semble qu'on peut mesurer l'étendue de cette liberté en étudiant, le degré d'assujettissement d'un art par les principes de bienséance, de vraisemblance et de convenance. C'est surtout lors des polémiques qu'on peut mesurer à quel point le théâtre est un art surveillé, si vous me permettez l'expression. Déjà en 68 au Québec, on a pu observer cette surveillance du théâtre lors de la représentation des Belles-Sœurs. 10 ans plus tard, c'est les Fées ont soif qui fait polémique. Plus récemment, en 2011, on se souviendra du procès intenté contre Wajdi Mouawad durant l'affaire Kanta. À l'été 2018, les débats autour de Slav et de Kanata ont retenu fortement l'attention médiatique durant près de 2 mois. La récurrence et l'amplitude des polémiques théâtrales au Québec m'apparaît comme un symptôme de l'assujettissement du théâtre au politiquement correct. Au sein de la vaste production de discours qui sont énoncés dans l'espace public durant les polémiques, on observe une surreprésentation du regard aristotélicien sur la littérature, qui est un regard prescriptif et normatif sur l'art. Les polémiques sont étonnamment fécondes parce qu'elles en viennent à révéler dans toute sa puissance la propension définitoire de l'être humain. Les polémiques sont des moments critiques extrêmement stimulants parce qu'ils produisent une pléthore de maximes qui sont toujours situées idéologiquement. Dans le cas des polémiques théâtrales, les débatteurs produisent des définitions notamment sur l'œuvre théâtrale, l'acteur, le metteur en scène, le spectateur ou encore la mimésis. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'élaborer ma réflexion sur la liberté de création à partir des polémiques de Slav et de Kanata. J'ai placé une chronologie des deux polémiques sur l'exemplier, mais je vais également en dire 2 mots rapidement pour vous situer un peu mieux. D'abord, Slav. Les créateurs du spectacle, Robert Lepage et Betty Bonifaci, ont présenté ce spectacle comme une odyssée théâtrale créée à partir des chants d'esclaves afro-américains. Le premier texte qui a attiré l'attention sur la pièce pour la critiquer est celui de Marie-Lou Craft, paru sur le site d'Urbania le 5 décembre 2017, donc 6 mois avant le début des représentations. C'est surtout la naissance du collectif Slav Résistance qui va permettre à la lutte de s'organiser. Les militants du collectif s'opposent notamment à l'appropriation et au manque de diversité culturelle sur les planches. Lors de la première représentation de Slav le 26 juin 2018, de nombreux manifestants se retrouvent devant le TNM pour protester. Le 4 juillet, dans la foulée des protestations, le festival de jazz qui produit le spectacle décide d'annuler les représentations ultérieures de Slav. La polémique autour de Kanata soulève des enjeux similaires. Kanata est un spectacle, encore une fois, mis en scène par Robert Lepage, mais cette fois en coproduction avec les artistes du Théâtre du Soleil, dirigé par Ariane Mouchkine.
C'est un entretien avec Ariane Mouchkine paru dans Le Devoir le 11 juillet 2018 qui attire l'attention médiatique sur Kanata. 3 jours plus tard, plusieurs Autochtones signent une lettre ouverte dans le même journal pour dénoncer l'appropriation des récits autochtones par des artistes non autochtones. La compagnie de théâtre, Ex Machina, annonce ensuite l'annulation du spectacle pour des raisons financières et s'oppose à la censure économique dont ils se disent victimes. Or, on apprend quelques mois plus tard que la pièce sera finalement présentée à Paris à la Cartoucherie durant les mois de décembre et de janvier. J'ai choisi aujourd'hui de traiter des deux polémiques indépendamment l'une de l'autre parce que chacune d'elles a opposé deux camps qui ont défendu essentiellement les mêmes arguments en se positionnant sur la liberté de création. On conviendra là avant toute chose que c'est un peu schématique de prétendre qu'il y a seulement deux postures qui se sont exprimées durant ces polémiques. La réalité, on le sait, là, est infiniment plus complexe. Or, dans la mesure où l'essence même du polémique relève d'une opposition entre deux antagonistes, le polémique relève de la pensée « soit je te tue, soit je meurs », eh bien, je pense que de penser la crise en termes binaires peut avoir une certaine portée heuristique. Là, ça nous permet de nous donner un point de départ pour amorcer une réflexion. J'en viens donc à dégager dans une forme idéale typique ces deux postures. D'un côté, on a la posture que je désignerai par le terme de romantique, et de l'autre, on a celle que je désignerai par le terme de moraliste. Parmi les romantiques, on inclura tous ceux qui sont en faveur d'une pleine liberté de création au nom de l'art, alors que parmi les moralistes, on retrouvera ceux qui soutiennent que la liberté de création doit être encadrée par des limites. Pour réfléchir au problème, j'ai choisi de me pencher sur les stratégies rhétoriques et scénographiques des deux camps, en procédant à une analyse des discours ayant circulé dans l'espace public lors de ces polémiques. Ce que je cherchais à dégager à partir de ces stratégies, ce sont les définitions formulées sur le théâtre par chacun des camps. Abordons maintenant les stratégies rhétoriques et scénographiques des romantiques. Pour se défendre et persuader l'opinion publique, les arguments convoqués par les romantiques se sont majoritairement étayés sur ce que j'appelle une logique fataliste. On a souvent entendu, par exemple, cette forme de raisonnement. Si un blanc ne peut pas parler au nom d'un autochtone, alors un jeune ne peut plus jouer un vieux, ou encore un homosexuel ne peut plus jouer un hétérosexuel. Dans certains cas, les exemples choisis sont invalides ou abusifs parce qu'ils ne reprennent pas la logique au cœur même de l'appropriation culturelle, qui implique l'idée d'une culture dominante pillant une culture dominée. Le but de cette forme de raisonnement est de faire peur ou d'inquiéter son énonciataire. En misant sur cette logique, les romantiques formulent des corollaires. Ces corollaires ont tendance à simplifier le réel, voire à créer un découpage extrêmement clivé du problème, par exemple lorsqu'un argument en vient à produire un faux dilemme comme celui-là. Soit l'art peut tout dire, soit l'art ne peut plus rien dire, selon la formule désormais consacrée. On retrouvera dans le discours romantique des figures de rhétorique comme la pente fatale, l'analogie tendancieuse, le raisonnement par l'absurde ou l'argument épouvantail. Les arguments prennent généralement une forme conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on reprend l'argument de l'adversaire et on l'exagère pour montrer les dérives possibles. Cette forme de raisonnement découle directement de l'une des définitions du théâtre qui a été souvent formulée par le camp romantique et qui est la suivante. Le théâtre est un art de l'emprunt. Je ne compte plus les textes qui ont insisté sur cette spécificité du théâtre qui résiderait, selon les romantiques, dans l'appropriation d'une voix par une autre voix. C'est la dynamique même de la mimésis ici qui est au cœur de la définition du théâtre. On insiste en même temps sur le fait que l'appropriation est une force du théâtre en tant qu'elle serait une ouverture à l'autre. Christian Rioux titre l'une de ses chroniques dans Le Devoir « Vive l'appropriation culturelle ». Selon cette définition du théâtre, se plier à la loi de l'appropriation conduirait à la mort même du théâtre. Cette définition a aussi partie liée avec les stratégies scénographiques déployées par les romantiques. La scénographie, c'est tout ce qui est relatif à la mise en scène du sujet dans le discours. Les romantiques ont souvent construit une image d'eux-mêmes comme des humanistes ou des citoyens du monde. Sylvain Cormier, dans Le Devoir, utilise même cette expression « citoyen du monde » pour convier ses lecteurs à aller voir la pièce slave. On a aussi vu très tôt dans la polémique que le festival de jazz a défendu Slave dans un communiqué en s'appuyant sur cette scénographie humaniste. Le festival serait, je cite, « un village global où la race n'existe pas ». Luc Archambault titre pour sa part l'une de ses chroniques dans la presse « Le tragique n'a pas de race ». On insiste ici sur l'idée d'un tous pareil, d'une souffrance universelle et partagée.
On défend par le fait même l'universalité du théâtre qui serait un art transcendant les couleurs de peau, les genres, les époques, les origines. Tout ça génère une deuxième définition du théâtre. Le théâtre est pensé comme s'inscrivant dans un espace périphérique au réel ou comme produisant un lieu utopique. Ainsi, sur la scène, la couleur de peau n'existerait pas. Cette définition va aussi de pair avec l'idéalisation de la figure du metteur en scène par le camp romantique. Combien de fois a-t-on vu le mot génie accolé au nom de Robert Lepage durant ces polémiques? Si le théâtre produit un lieu périphérique, le metteur en scène est lui aussi représenté comme appartenant à un lieu transcendant. On investit la figure du metteur en scène d'une mission un peu sacrée, comme s'il était hissé sur un sacerdoce. De là, il bénéficie de pouvoirs et de privilèges, notamment celui de l'immunité artistique. Passons maintenant aux stratégies rhétoriques et scénographiques des moralistes. Cette posture s'est surtout appuyée sur la forme argumentaire de l'explication et s'est notamment affiliée à la figure du théoricien engagé. Ces stratégies visent à inscrire le discours hors des régimes de l'affect et de la radicalité. On a souvent représenté ce camp dans les médias comme étant le plus émotif. C'est d'ailleurs ce que remarque un auteur de Ricochet. Pourtant, dans le corpus que j'ai étudié, j'ai constaté que peu de moralistes se sont appuyés sur des arguments émotifs. Dans son premier article sur Slave, Marie-Lou Craft inscrit d'emblée sa prise de parole dans un registre explicatif en faisant reposer la légitimité de son discours sur sa formation académique. Le mode explicatif de sa rhétorique s'observe notamment lorsqu'elle insère dans son texte une pléthore de liens hypertextuels pour appuyer les idées qu'elle avance. Elle cite ses sources, elle justifie abondamment ses idées en présentant ses postulats. On pourrait d'ailleurs voir là une manifestation de la figure rhétorique de l'apodioxe, qui est une figure d'anticipation. L'auteur semble en effet craindre de ne pas être comprise ou qu'on lui reproche de parler à vide. Dans l'un des articles ayant le plus circulé dans la polémique sur Slave, celui de Webster, paru dans Le Devoir, l'auteur reprend ce même ton très posé, clinique, presque juridique quand il est dénué de modalisateur. L'auteur a souvent recours à des locutions adverbiales qui en viennent à neutraliser son discours. Les moralistes ont un rapport particulier au langage. Ils ont souvent recours à des notions académiques ou à des expressions très précises qui contribuent à consolider la scénographie du théoricien. Ils vont utiliser par exemple des termes comme afrodescendant ou communauté racisée plutôt que noire ou autochtone plutôt qu'amérindien. D'ailleurs, le camp adverse leur reprochera parfois d'être un peu jargonneux. Ces stratégies rhétoriques et scénographiques sont sous-tendues par l'énoncé définitionnel suivant. Le théâtre suscite des enjeux de représentativité qui sont politiques. Cette idée fait du théâtre un art engagé. Pour les moralistes, le théâtre n'est pas coupé de la société, il a donc des comptes à rendre à cette société. En somme, on pourrait dire que dans le camp des moralistes, on mise moins sur le pathos que sur le logos. On cherche moins par le fait même à s'attirer la sympathie de son énonciataire qu'à l'éduquer. Cette vocation pédagogique est peu représentée dans le camp romantique. D'ailleurs, certains auteurs romantiques n'hésitent pas à laisser tomber quelques précisions, à mettre de côté certains concepts pour se mettre de l'avant comme sujet et ainsi miser sur la captatio benevolentia. Leur discours devient parfois plus impressionniste et plus lyrique. On cherche clairement à susciter la pitié, l'empathie ou même la colère. Tout ça m'amène à formuler une première conclusion. En étudiant les différentes définitions proposées par chacun des camps, j'en suis venue à dégager un paradigme autour duquel chacun des camps s'est fédéré. Ce paradigme, c'est celui de la frontière. Frontière entre réel et fiction, oui, mais aussi entre champ politique et champ artistique, entre l'acteur et son personnage, entre liberté d'expression et liberté de création. Si les romantiques revendiquent une frontière, les moralistes la refusent. Dès lors, on pourrait dire que les polémiques théâtrales s'enracinent dans un désaccord topologique. Dans ce désaccord, les romantiques cultivent une sorte de fantasme d'étanchéité. Dès lors qu'on pense le débat à partir de ce paradigme, on se met à le voir un peu partout. Des mots comme seuil, limite, séparation, division sont très fréquents du côté des romantiques, comme si ce paradigme travaillait de manière latente les différents énoncés définitionnels qu'ils ont produits sur le théâtre. Un tel fantasme d'étanchéité est prégnant jusque dans la façon dont le camp romantique a séquencé la temporalité théâtrale. Nathalie Petrovski s'indigne par exemple dans la presse que Marie-Lou Craft critique la pièce 6 mois avant la première représentation. Pour les tenants romantiques de la frontière, les moments du théâtre sont à découper par des lignes franches, donc avant la pièce, pendant la pièce et après la pièce. Il n'y aurait donc pas de perméabilité entre ces trois moments. Or, pour les moralistes qui réclament la suppression de la frontière, la pièce n'est pas à concevoir isolément ainsi que l'écrit Marie-Lou Craft,
Là où la question de la frontière surimpose un problème sémantique à un problème topologique, c'est quand le choix des notions convoquées est négocié entre les deux camps. L'un des termes sur lesquels on a négocié durant les polémiques, c'est bien la notion de liberté d'expression. Si les romantiques convoquent volontiers la liberté d'expression pour commenter les cas de Slav et de Kanata, le camp des moralistes tente plutôt de contourner cette notion car il s'agirait, je cite les mots d'un moraliste, d'une distraction de convoquer la notion de liberté d'expression. On rencontre la même opposition du côté des moralistes quand il est question de convoquer la notion de censure. Pour certains moralistes, l'annulation de certaines représentations de Slaves ne devrait pas être envisagée en termes de censure, mais doit plutôt être vue comme une simple décision sensée. Ce qui est fascinant, c'est que les négociations des termes liberté d'expression et censure sont absolument symétriques. Mais ce qui m'intéresse encore davantage, c'est que pour les romantiques, postuler une frontière les conduit à dédoubler les termes pour penser le problème de la liberté d'expression. En effet, le choix pour certains débatteurs d'utiliser le terme plus spécifique de liberté de création marque la revendication d'une frontière entre deux régimes de discours. Dans cette configuration topologique, on aurait d'un côté la liberté d'expression et de l'autre la liberté de création. C'est exactement dans le même esprit que le camp romantique en vient à dédoubler la notion de censure en lui ajoutant une notion concomitante, soit l'autocensure. Si la censure permet de moduler la liberté d'expression dans l'espace public, la notion d'autocensure permet aux romantiques de réitérer la frontière entre les deux espaces. Dans cette configuration, la censure est extrinsèque à l'espace artistique. Elle agit dans l'espace public sur la liberté d'expression, alors que l'autocensure agit de manière intrinsèque à l'espace artistique en restreignant plus spécifiquement la liberté de création. Ça crée deux coupes conceptuelles. D'un côté, on a censure, liberté d'expression, et de l'autre, autocensure, liberté de création. On notera d'ailleurs qu'en posant l'autocensure comme corollaire de la censure, ça répond à la forme de raisonnement par logique fataliste dont j'ai parlé plus tôt. Tout ça m'amène à formuler une conclusion plus générale, et j'ai presque fini. Posons donc qu'il y aurait une sorte de jurisprudence au sein du champ théâtral. Appelons-la, pour rester dans le registre aristotélicien, une poétique. Cette poétique est constamment augmentée, modifiée, réinterprétée, et particulièrement durant de tels moments polémiques qui formulent de nouvelles lois théâtrales. Cette poétique infléchit directement le processus créateur. À la lumière de ces considérations, j'ai constaté que les œuvres qui se retrouvent au cœur de polémiques au Québec peuvent se situer au moins de deux façons par rapport à cette poétique. Dans le premier cas, une loi existe et une pièce de théâtre fait polémique en la transgressant. La loi devient donc caduque. On peut penser à la loi implicite interdisant le joual dans les belles-sœurs. Dans un deuxième cas, une nouvelle loi est créée à partir d'une polémique. Et c'est vraisemblablement le cas pour Slav et Kanata. Suite à ces polémiques, une nouvelle loi s'est écrite, celle pour le dire simplement de l'appropriation culturelle. Un projet artistique doit maintenant se poser la question du qui parle au nom de qui s'il veut être reçu comme convenable et comme bienséant, pour reprendre les mots d'Aristote. Comme le soulignait Lorraine Pintal, il y aura un avant et un après Slav. En somme, le régime du politiquement correct stimule une production grandissante de lois. Il a donc forcément un effet inhibiteur sur la création. Le régime du politiquement correct est à plus forte raison un régime artistique non transgressif. Et il me semble qu'il y a là un changement de régime, comme si le théâtre était arrivé au bout de sa liberté, au bout de son régime transgressif et qu'il faisait dès lors marche arrière. Ce serait intéressant de se questionner sur ce changement de régime et c'est la question que je vous lance pour conclure. Peut-on interpréter ce changement de régime comme une réévaluation de la valeur et de la fonction de l'art au sein de la société? Peut-on voir là un repositionnement de l'art dans la hiérarchie des valeurs? Merci.